Et salut tout le monde, bienvenue sur le live. Le sujet du jour c'est la dominance, mais avant ça du coup je voulais vous montrer comment on long sur la DeFi. Si jamais vous voulez voir un tutoriel un peu plus posé ou sur YouTube, une stratégie pour avoir de gros APY sur des stablecoins, j'aurais pu trouver mieux comme titre. Du coup la technique que j'ai, elle est toute bête, c'est d'aller sur Balancer ou Curve aussi. C'est pratique parce que sur ces protocoles là, on a des pools de liquidité avec du Bitcoin, de l'ETH et de l'USDC ou d'autres stablecoins. Sur Curve, on a une variante avec du DAI, de l'USDC et de l'USDT. Et en fait, si vous apportez que des stablecoins sur la pool, c'est comme si vous étiez en train de long le BTC et l'ETH. Parce qu'en déposant que des stablecoins, si le prix du BTC et de l'ETH augmente, vous allez avoir synthétiquement plus de stablecoins. C'est la petite stratégie toute bête pour long sur la DeFi. Il y a même moyen de faire des strats à base d'emprunt et tout, mais bon, ça c'est plus risqué parce qu'on va se mettre sur plusieurs protocoles. Mais il y a des choses sympas à faire. Je peux vous montrer un petit peu les différentes pools qu'il y a. On a celle-là sur Arbitrum, BTC, ETH, USDC. On s'en fout du rendement, ça c'est du bonus que vous allez avoir, vu que le but c'est de parier à la hausse sur une crypto. Et d'ailleurs, vous pouvez parier à la baisse aussi. Il suffit de mettre du BTC ou de l'ETH, et si leur prix baisse, vous en accumulez. Alors, c'est pas forcément intéressant, parce que si vous avez envie de parier à la baisse sur BTC, ETH, vous n'avez pas forcément envie d'en garder dans votre portefeuille, mais il y a moyen de parier à la baisse aussi sur ce genre de pool de liquidité. Je vous déconseille quand même de faire cette stratégie, de mettre des longs, des shorts sur la DeFi comme ça, avec des petites cryptos, parce que c'est beaucoup plus imprévisible. Pour le coup, si vous utilisez Balancer plutôt que Curve, je pense que l'effet de levier entre guillemets sera légèrement plus élevé parce que sur Curve il y a plusieurs stablecoins. Voilà, après ça à vérifier si c'est exact ce que je dis. Je sais qu'il y a une pool sur Polygon aussi, mais tant qu'à faire, Polygon Arbitrum, ça va, les niveaux frais c'est à peu près la même chose. La pool paye moins cher quand même du côté de Polygon. À la limite, je vous invite plutôt à aller voir ce qu'il y a du côté Arbitrum. Et si ça se trouve, comme j'en ai parlé il y a pas si longtemps, Arbitrum vont lancer leur token et faire un airdrop. J'en sais rien, je suis pas sûr que ça arrive, mais dans le doute, ça peut se tenter, ça peut se jouer. Le marché crypto est plutôt difficile ces derniers temps, mais il est surtout plutôt chiant quoi. Il se passe rien. Ça c'est le graphique du Bitcoin. Alors j'étais un peu zoomé donc on a l'impression que ça bouge beaucoup, mais en vrai ça bouge pas quoi. On reste entre en ce moment 18 000 et 24 000 globalement si on prend une grosse fourchette. C'est un peu chiant. Mais voilà, globalement, on fait des points bas, on fait des points hauts. Est-ce qu'on reste dans ce range ou est-ce qu'on casse à la baisse, à la hausse? Bon, pour l'instant, la hausse, c'est bon. C'est pas parti pour, mais de toute façon, si le calendrier dit vrai, on est plus dans le gros du bear market. On est dans la phase d'accumulation. Là, ça va juste être long et chiant. Il va rien se passer pendant des mois et des mois. Mine de rien, malgré tout ce qui se passe et tout, le dollar qui est super fort, le SP500 qui plonge, je trouve que Bitcoin et les grosses cryptos se portent relativement bien. Bon, je dis ça après, après cette journée où là on pensait que ça allait bien et finalement, pas ouf, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je pense que la tendance globale est pas trop mal. On va rentrer dans le dur du sujet. J'ai été récolter quelques données sur la dominance. Les données que j'ai prises, c'est sur pas mal d'altcoins et BTC aussi. Donc 17 cryptos ici et en bonus, j'ai pris 9 autres cryptos, les stablecoins dollars et les stablecoins or. Et j'ai comparé la dominance avec l'ATH du marché crypto en novembre et la journée d'hier. J'avais déjà fait ce petit exercice un peu plus tôt, il y a un peu plus de 2 mois, en juillet du coup. Ça m'avait donné ces magnifiques données. Je trouve ça plus pertinent, les données d'aujourd'hui. Puis il y a un truc qui me rassure aussi, c'est que les gens ne sortent pas forcément du marché crypto. Certes, on est passé de 2800 milliards de market cap à 1000 milliards, mais si on regarde du côté des stablecoins, stablecoin dollar x3 en termes de dominance x3, c'est passé à la TH 4,78% à 15% de stablecoin. Voilà, c'est pas mal, c'est pas dégueu. Ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est que le nombre de stablecoins n'a pas baissé depuis la TH et il a même augmenté. Alors il y a un peu moins d'USDT, mais en contrepartie on a beaucoup plus d'USDC et les autres altcoins c'est un petit peu le bordel. Mais ouais, globalement je crois qu'on a plus de stablecoins maintenant sur le marché. Comment j'ai eu ces données dans le passé? Tout simplement sur CoinMarketCap. Sur CoinMarketCap, il y a sur l'onglet Cryptocurrencies, il y a un onglet Historical Snapshot qui vous permet d'avoir le classement crypto
toutes les semaines. Et du coup, on peut remonter dans le passé, voir comment était le marché crypto à l'époque. Du coup, le 14 novembre, on peut retrouver ça. Et pour trouver la dominance, il y a deux façons de faire. Soit on compare la market cap d'une crypto, donc combien pèse une crypto par rapport à combien tout le marché crypto pèse. Donc pour ça, on va prendre le graphique de la market cap des cryptos et on cherche la date qui nous intéresse, le 14 novembre. Donc le marché crypto, moi j'avais fait une moyenne de à peu près 2800 milliards. Mais finalement, j'ai pris une autre technique pour refaire mes données sur la dominance. Je me suis fié à TradingView. Voilà, sur TradingView, on peut taper par exemple BTC.D. Et là, on va voir la dominance du Bitcoin. Et on peut voir comment elle évolue sur le temps. Et on peut faire ça aussi sur les altcoins. On peut faire ETH.D. Tac, comment ça évolue sur Ethereum. Il y a certaines cryptos où ça marchait pas. Genre le CRO, le CRO de Crypto.com. Je sais pas pourquoi il n'y a pas la dominance. Alors que c'est quand même une assez grosse crypto. La dominance, c'est la place que prend une crypto parmi tout le marché crypto. Et c'est intéressant de voir comment ça évolue. Forcément, on a BTC ETH, ça va, il bouge pas trop. Par rapport au top du bull run, ils ont perdu un petit peu de dominance, mais 3 fois rien, c'est pas très grave. Ce qui est plus étonnant, c'est de voir Ripple qui a gagné de la dominance. Alors, est-ce que c'est étonnant ? Oui et non, parce que récemment, il y a eu des news par rapport à Ripple. Alors pour moi, c'est des news pas spécialement positives, mais le marché a décidé de les pricer à fond à la hausse. Du coup, le prix du Ripple a augmenté très fort récemment. Et si j'avais pris des données, si j'avais fait ces données il y a genre 2 semaines, je pense que j'aurais pas eu du tout les mêmes résultats. Si j'avais pris mes données le 12 septembre, on était à 1,67, allez, 1,70% de dominance sur XRP. Donc là, en fait, c'est juste un hasard du calendrier, de la chance que XRP est monté très fort en dominance. Sinon, si je mets la valeur qu'il y avait un tout petit peu avant, voilà, XRP se retrouve à 85%. Il a même perdu plus que BTC ETH. Ça, c'est juste à court terme. Mais le problème avec XRP, c'est qu'il a toujours fait ça, des gros pics pendant les bear markets. Parce que si on regarde la dominance des anciens cycles, XRP en 2017-2018, sa dominance, elle a fait x2, même x2,5. Et si on regarde avant ça encore, Bull Run 2013 et bear market 2014, pareil, là, sa dominance, ça a fait x4,5. Donc, il connaît déjà. XRP, il connaît les bails. Du coup, dans les autres cryptos qui ont réussi, on a aussi le BNB. Mais ça m'étonne pas trop. Le BNB est super fort en ce moment, globalement. Contre le Bitcoin, là, le BNB, il fait que augmenter. C'est-à-dire que là, on échange un BNB, on récupère cette quantité de Bitcoin. Avant le bull run, on récupérait pas beaucoup de Bitcoin. Voilà. Donc, c'est plutôt bon pour le BNB en tout cas, qui soit aussi fort contre le BTC, c'est bon pour lui. Il y a un moment, le marché crypto, il va se dire, ok, là, il y a 20% de stablecoin dollar, c'est beaucoup, on va pas aller au-dessus, hein, on va se calmer. Et il y a un moment où ça arrêtera, quand on regardera le graphique, il va stagner, voire baisser un petit peu, et il fera plus... on n'aura plus l'impression qu'il fasse que de monter, quoi. Si on regarde en mois, c'est encore pire, c'est encore plus contracté, quoi. Vraiment, ça fait que monter. C'est abusé. Dans les dossiers qui ont bien pris aussi, il y a Matic. Je suis bête, comment pas le placer. Pareil, son prix n'a pas baissé depuis le bull run, mais il y a eu la grosse news avec Disney qui intègre Polygon et tout. Je sais plus trop ce que c'était, sincèrement, je m'en souviens plus. Mais il y avait un partenariat entre Polygon et Disney. Donc forcément, ça a fait exploser le cours du Matic. Il avait fait x2 ou x3, je crois, à ce moment-là. On a aussi XMR Monero qui a fait une bonne perf. Je sais pas trop pourquoi. Pour le coup, c'est un vrai privacy coin. Hein. Zcash, Dash, c'en est plus. Donc bon, c'est cool. C'est cool, il faut de tout, hein. Ce genre de projet c'est pas si mal, mais c'est marrant de voir que Monero a moins perdu que les autres. On a aussi la blockchain NIR qui a augmenté, sûrement parce que début 2022, il y a la DeFi qui s'est démocratisée sur cette blockchain et il y a eu pas mal de gens qui s'y sont intéressés. Pour Phantom, juste au-dessus, ça n'a pas bien marché du tout, moins 74% de dominance. Phantom s'est fait rouler dessus. Et dernier projet bien dans le positif en termes de dominance, c'est ETC, mais c'est pas étonnant parce qu'avec The Merge, ça a beaucoup profité à toutes les autres cryptos qui pouvaient être minées avec les mêmes mineurs d'Ethereum. Je rentre pas trop dans les détails. On a les mêmes données du côté du Ravencoin, du côté de Ergo, etc. Flux aussi. Voilà, la dominance augmente, mais c'est normal. Alors, on va sur CoinMarketCap ou CoinGecko. C'est même important en vrai de prendre les données sur les deux sites et de faire une moyenne de comparer pour avoir une valeur un peu plus certaine. Là, le GMT, pour moi, il remonte qu'à mars 2022.
Ah oui, c'est pas vieux comme crypto. Mais du coup, ça va pas être très intéressant de regarder sa dominance en fait. Le GMT, sa dominance, elle a explosé au début et après elle s'est pété la gueule. Donc pas très intéressant. Le GST, ça va être encore pire. Parce que il y a le GST sur Ethereum maintenant. Parce que le GST, déjà son prix, voilà, ça c'est son prix. Oui, ça a commencé là. Maintenant, bon, c'est le GST. La market cap, bon, les données sont pétées. Hein. Les données sont pétées. J'allais voir sur CoinGecko. En fait, quand on a une crypto hyper inflationniste comme le GST, ça sert à rien de voir son prix. Faut regarder tout de suite sa market cap, quoi. C'est le plus intéressant. Hop, market cap, 1 an. Voilà. Gros pic de hype. Tout le monde sort du projet parce que c'est de la merde. Et ben voilà, ça continue paisiblement à survivre. Mais là, la market cap du projet reste à peu près la même, hein, sur 90 jours. On est autour de 20 millions de dollars. Ah, je me mets même sur 30 jours. Là, on est encore plus serré, même autour de 18 millions de dollars. Si je regarde son prix, voilà, c'est pas le même graphique. Vraiment, la courbe baisse bien. Là, la market cap est assez stable, mais le prix baisse. Pas ouf, hein. Sur 90 jours, c'est pire. Ça, c'est le prix. Ça, c'est la market cap. Les tokenomics puent du cul. Pour l'instant, il y en a 600 millions en circulation. Demain, il y en aura 610 millions. Dans 1 an, il y en aura 2 milliards. Donc voilà, c'est pas terrible. Ça peut que descendre. Et pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être limité sur le GST. Donc, c'est pas pour autant aussi qu'il faut parier à la baisse. Si vous pariez à la baisse, vous allez vous faire avoir parce que des fois, il y a des gens qui parient à la hausse exprès pour sortir tous les gens qui parient à la baisse. Et faut pas se cacher, se voiler la face. Souvent, les acteurs qui vont faire ça, qui vont vous sortir, c'est les plateformes elles-mêmes. Hein. Elles savent où sont placés les ordres, elles savent où elles peuvent faire mal, où elles peuvent se faire des sous en fait. Du coup, j'ai pas montré comment on calcule la dominance parce que GST, GMT, ça existait pas à l'époque. On m'avait proposé Holo, allez, pourquoi pas. Banco, hot.d. Il y a la dominance. Ah, elle remonte. Ah si, merde, elle remonte jusqu'en novembre. C'est pas grave, c'est pas grave. En plus, c'est des petits chiffres, vous voyez, moins de 0,1%, donc c'est limite pas plus mal de la calculer manuellement. Holochain pesait, super, 2,312 milliards le 14 novembre 2021. Et j'avais dit un peu plus tôt que la market cap de toutes les cryptos, c'était 2800 dollars. Du coup, on va diviser par 2800 dollars. 2800 milliards de dollars, donc on divise par 2800 et on multiplie par 100. Non, attendez, si on multiplie par 100. C'est ça. Et là, du coup, on a un pourcentage de dominance. Holochain, c'était 0,08. J'arrondis au deuxième chiffre. Après, là, on est tellement sur des petites valeurs que je devrais arrondir au troisième, voire au quatrième chiffre. Mais c'est pas grave, on va faire avec. Hop, tableur. Tac, 0,08%. On va centrer tout ça aussi, c'est pas beau sinon. Et maintenant, on va prendre la valeur dans le présent. Donc, je vais cliquer sur le Holo. Là, j'ai sa market cap dans le présent. C'est 353 millions de dollars. Donc, c'est 0,353 milliards de dollars. Je vais la diviser par la market cap des cryptos actuels, 929,384. Et je multiplie ça encore une fois par 100. Et boum, on a la market cap du Holo, 0,038%. Tac. Normalement, si je mets comme ça, ça arrondit, voilà, ça arrondit, c'est magnifique, mon tableur il est magique. Voilà, Holochain s'est fait rect de moitié comme la plupart des blockchains. Il était trop FOMO EGLD, donc chute plus grand je pense. Ah, c'est vrai que EGLD, il y a eu la grosse hype avec Maillard. C'est tombé quand? Ça, je peux le retrouver sur le graphique de EGLD. EGLD. Attends, maintenant que tu me dis ça. Ah, c'est vrai que c'est... Le 14 novembre, c'était avant le gros pump. Donc je pense que c'est à peu près des bonnes données. Mais ouais, clairement, si j'avais pris les données de ce jour-là, là, on était au plus haut. Voilà, la dominance de GLD, elle aurait dégringolé encore plus fortement. Ouais, c'était juste avant. Non, je pense que ça va pour EGLD, c'est bon. Parce que du coup, la dominance était dans les 0,20%. J'ai pas pris un 0,40% comme il y avait à la TH. Je vous donne mes données, comment je les ai interprétées et tout. Mais oui, selon certaines cryptos, s'il y a eu beaucoup de hype, ça peut faire la différence. Et ça, c'est marrant. Je voulais vite fait aborder le truc, mais... c'était Oni Creed qui demandait ce que j'en pensais du Luna classique. Alors déjà, j'en pense pas grand chose, j'en veux pas, j'en ai pas, et ça m'intéresse pas. Gardez bien à l'esprit que le gars qui a créé le Luna, il est cherché par Interpol. C'est littéralement un Ponzi qui s'est effondré. C'est comme investir sur BitConnect pour moi. C'est clairement, c'est hyper con d'investir sur Luna classique. On voit énormément de comptes Twitter qui chillent là-dessus. Dans le lot, il y a des vrais gens, peut-être qu'ils y croient vraiment ou quoi, mais à mon avis, ils vous le filent souvent, des liens de parrainage, des trucs comme ça. Je trouve qu'il y a énormément, il y a quelques humains du coup qui font du vrai contenu sur Luna classique, mais le reste c'est 90% sur Twitter, en tout cas c'est des bots, hein. C'est abusé, hein. Je vous jure, j'en suis sûr, c'est des bots. Et justement, j'avais demandé, alors j'ai pas eu beaucoup de réponses, mais j'avais fait un tweet où je vous avais demandé, hop, c'est dingue la communauté autour du Luna classique, c'est des bots ou quoi? Et en
En réponse, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait une solide communauté, des devs, des gros projets pour l'avenir. Bon, déjà, ça, je peux le debunk en 2 secondes. Des devs, ils sont barrés sur Polygon, entre autres, pour ceux qui sont pas recherchés par Interpol. Solide communauté, oui, du coup, ils sont un peu zozo, hein, ceux qui y croient vraiment. Et des gros projets, on a encore Protocol. Regardez, c'est un gros projet, il y avait des milliards. Ils sont plus actifs depuis juin. Du coup, voilà, on va tenter un truc. En fait, au lieu de faire un simple giveaway avec un tirage au sort, là, je fais gagner en fait celui qui a le meilleur score au quiz. Écoutez, je pense qu'on est bon. Je pense qu'on peut lancer, hein. 21. Allez. Go. Allez, première question. J'ai mis 1 minute pour répondre aux questions avec choix et 30 secondes pour les questions vraies ou faux. J'ai mis un temps assez large pour être sûr que vous ayez le temps de répondre. Au cas où, si vous avez du décalage. Si tout le monde a répondu, ça passe à la prochaine question. La première question, quel projet est sur la Binance Smart Chain? Est-ce que c'est PancakeSwap, AAV, Maillard ou Compound? 20 réponses. Allez, la personne qui n'a pas répondu, tant pis, parce que c'est long. Bon, évidemment, c'était PancakeSwap. Ah, il y a quand même des gens qui ont répondu AEV, Maillard, Compound. C'est la vie, c'est comme ça. Me suis trompé, j'ai voulu aller trop vite. Comme j'ai dit, les 2 premières questions, c'est du test. C'est vraiment, vous voyez comment ça marche. Concentration, on passe à la 2e question. Je vais essayer d'enchaîner un petit peu plus vite. Sur le vrai ou faux, est-ce qu'il existe des assurances sur la DeFi? Vrai en bleu et faux en rouge. Après, les questions avec les points seront un chouïa plus difficiles. Mais ça reste un quiz assez facile. Alors, 5 personnes qui ont répondu faux. Du coup, non, il y a des assurances dans la DeFi. J'ai même fait des vidéos dessus. Go. Laquelle de ces blockchains n'est pas Ethereum Virtual Machine compatible? Est-ce que c'est Phantom en rouge, Elrond en bleu, Harmony en jaune, Aurora en vert? Il y en a qu'une du coup. Il y a des questions où il y aura plusieurs choix. J'ai essayé de mettre un petit peu tout pour tester. Normalement, vous le saurez. Oui, c'était Elrond, Harmony. C'est un petit peu complexe comme blockchain parce qu'ils sont Ethereum Virtual compatibles et pas Ethereum Virtual compatibles. Ils ont leur propre format d'adresse. En gros, Ethereum Virtual Machine compatible, c'est toutes les blockchains que tu peux utiliser avec MetaMask. Aurora, du coup, c'est la blockchain de NIR et Phantom, évidemment, c'est EVM compatible. Voilà. Donc, c'était Elrond la bonne réponse. Allez, attention, prochaine question. Non, avant ça. Boum, Christo Pixel Execo 940 points, magnifique, bien joué à vous. Allez, 2e question, un vrai ou faux. Phantom est-il un layer 2 d'Ethereum? Voilà, on reste sur Phantom du coup. Soit c'est vrai, soit c'est faux. C'est vrai en bleu, c'est faux en rouge. De toute façon, il faut être rapide, donc pas le temps de regarder le chat. Il faut répondre tout de suite. Du coup, non, Phantom, c'est pas un layer 2. Layer 2, c'est vraiment les blockchains sur lesquels vous allez avoir des transactions et qui vont être mises en fait sur Ethereum, sur Arbitrum, sur Optimism, sur Metis aussi, je crois. Les blockchains qui sont faites, elles sont vraiment injectées ensuite dans le réseau Ethereum. Ça utilise la sécurité d'Ethereum. Je synthétise un petit peu évidemment, mais voilà. Et on voit maintenant, c'est Colin qui passe en tête, Christo toujours 2e, Pixel 3e. C'est magnifique. Ah, je kiffe voir le classement et tout. Allez, attention, 5e question. C'est un quiz cette fois-ci. Réponse multiple. Lesquels de ces protocoles sont des agrégateurs de DEX? Des protocoles du coup qui permettent d'optimiser les échanges de crypto-monnaies. Est-ce que c'est Autofarm en rouge, QuickSwap en bleu, OneInch en jaune ou Matcha en vert? J'avoue, celle-ci, elle est bâtard quand même, hein. Cette question, elle est bâtard. Si vous connaissez rien de la DeFi, vous y allez au pif, hein. J'avoue, celle-ci, j'étais bâtard, hein. Et oui, du coup, c'était OneInch et Matcha. QuickSwap, c'est pas un agrégateur de DEX, ou en tout cas, j'espère juste qu'il n'y a pas d'agrégateur maintenant sur QuickSwap, hein. J'ai pas été vérifié. Je l'ai mis parce que c'est le premier qui m'est passé par l'esprit, mais normalement, QuickSwap, c'est un DEX tout court, pas un agrégateur. La petite nuance. Et Autofarm, c'est un agrégateur de yield. On peut optimiser les intérêts dessus. Voilà, du coup, c'était OneInch et Matcha. C'est pour ça que j'ai un peu insisté sur les deux. Cette question est très, très difficile, sincèrement. Mais bien joué. Alakazou qui passe premier et Colin deuxième. Là, le top 5 n'a plus rien à voir. Voilà, désolé, elle était un petit peu compliquée. 6e question, à quoi sert un bridge sur les cryptos? Est-ce que ça sert à émettre une nouvelle crypto-monnaie, à envoyer une crypto d'une blockchain à une autre, à vendre des NFT ou avoir les meilleurs intérêts sur une crypto? Normalement, il y a une réponse, là, vous pouvez directement l'éliminer parce que je viens de la dire par rapport à l'autre question.
Mais voilà, pour le coup, quasiment tous les sujets là qu'on va aborder, c'est des trucs dont j'ai déjà fait au moins une fois la mention. Ah, c'est chaud, hein. C'est là, vous avez tous eu bon. Oui, un bridge, ça sert à envoyer les cryptos d'une blockchain à une autre, assez évident. Matcha, première fois perso. Mais d'ailleurs, Matcha, il y a eu des rumeurs d'airdrop. C'était il y a longtemps, donc à mon avis, il n'y en aura jamais. Mais dans le doute, c'est matcha, matcha.xyz. Si jamais vous voulez essayer, c'est comme OneInch et tout, hein, ça fonctionne pareil. On sait jamais. Si jamais un jour ils font un airdrop, pourquoi pas. J'y crois pas, mais pourquoi pas. Du coup, Alakazu toujours en tête, Colin, deuxième, et le top 5, voilà, vous l'avez à l'écran. Vrai ou faux? Septième question. FTX a-t-il créé Solana? Faites attention, hein. Je dis bien créé dans la question. Ne répondez pas trop vite. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Alors, et oui, c'est faux. FTX n'a pas créé Solana. Solana, ça a été créé par, je crois que c'est Solana Labs, le nom. Je sais plus exactement ce que c'est l'entité. Et FTX, c'est juste qu'ils sont à fond dessus, quoi. Ils back un peu tout l'écosystème. Mais non, c'est pas FTX qui a créé Solana. C'est le bon mot. Allez, huitième question. Réponse multiple. Attention. Avec quels outils je peux suivre mon portefeuille sur la DeFi? J'ai été bâtard là aussi. Ah non, ça pour le coup, j'avais pas parlé des autres alternatives en live. Ah, en vrai, il est méchant le test, quoi. Hein. En vrai, il était méchant le quiz. Ah, c'est vrai que j'ai sous-estimé la difficulté. Là, ce genre de questions, je pense que si je refais un quiz, je le remettrai pas. Du coup, vous avez les bonnes réponses. Bancor, oh putain, il y a 12... La majorité a cru que Bancor c'en était un, c'est marrant. Après, Bancor, pour le coup, j'ai choisi parce qu'il y avait... Ça fait banque. Ouais, j'étais bâtard. J'ai été grave bâtard. Bancor est pas bon. Tout le reste est bon. Du coup, Zapper, iBoard et D-Bank. Pour moi, D-Bank, c'est le mastodonte, le meilleur. On fait pas mieux dans le domaine. Et d'ailleurs, ça n'a même pas été le plus choisi. Étonnant. Et là, D-Bank, ne dites pas que j'en ai jamais parlé. Hein. J'en parle à tous les lives. Suivant. Alakazu. Ah, Perfect qui fait son arrivée dans le top 5. Go. C'est parti. 9ème question. Vrai ou faux? Y a-t-il de la DeFi sur Bitcoin Cash? Et ça, il fallait être hyper attentif. Si vous étiez là juste avant le quiz, je l'ai dit. Que cette personne du coup qui a répondu vrai, j'imagine qu'en plus c'est sur la fin vu que je vous ai limite donné la réponse. C'est comme ça, c'est la vie. La vie est injuste parfois. Vous avez répondu trop vite, c'est pas grave. Oui, il y a de la DeFi sur Bitcoin Cash. Je triche un petit peu parce que c'est sur Smart Bitcoin Cash. Mais ça utilise le Bitcoin Cash en frais et tout. Bref, il y a tout un écosystème. Il y a des choses qui existent. C'est comme ça. Ça arrive. On passe sur la dernière question. Peut-être que ça va tout changer. J'aurais dû mettre un x2 sur celle-là. Sur quelle blockchain je peux utiliser Realty? Alors, est-ce que c'est sur Avalanche, sur Phantom, sur la Binance Smart Chain ou sur Gnosis Chain? Parce qu'évidemment, vous le savez, Realty a sponsorisé ma chaîne YouTube. J'ai fait 2 tutoriels que je vous invite à aller voir forcément sur Realty si ça vous intéresse. Et je vous fais gagner, comme les dernières fois, 60 XDAI. Voilà, 60 XDAI, ça fait plaisir. Et avec 60 XDAI, on peut aller par exemple soit s'acheter un token de propriété sur Realty, soit aller sur la DeFi sur Gnosis, il n'y a pas de souci. Putain, je viens de donner la réponse. Oui, Realty c'est aussi sur Ethereum, mais Ethereum n'est pas dans les propositions. Du coup, sur quelle blockchain là parmi les propositions, je peux aller utiliser Realty. Donc c'est la vie, c'est comme ça. Et voilà, 4 personnes ont eu la bonne réponse. Magnifique, c'est Gnosis. Voilà, Realty n'est pas du tout sur Phantom, Binance Smart Chain, Avalanche. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, Realty, j'en ai parlé quand même dans les 2 derniers lives. J'ai quand même pas mal insisté sur la Gnosis Chain et tout. Et quand même, alors c'est peut-être pas les mêmes personnes qui sont aujourd'hui que par rapport au dernier live, mais chaud. Ah ouais, soit je me remets en question et c'est moi qui fais mal mon travail, j'explique mal, soit les gens ne savent juste pas que Realty c'est sur Gnosis. Et oui, du coup, le podium, en 3ème on a Perfect 121, en 2ème Colin Picture et en 1er le grand, l'unique, forcément, Alakazu. Bien joué à toi, GG. 8 sur 10, 7 sur 10, 5 sur 10. Ok, j'ai clairement sous-estimé la difficulté de mon quiz, je suis d'accord, clairement. Mais c'est pour ça, c'est comme les cryptos, on fait des erreurs. À l'avenir, je ferai un quiz plus juste et je pense que je vais même en faire encore mieux. La semaine prochaine, je vais retester ça. Il y aura un giveaway, je pense que ce sera vraiment un petit giveaway, encore une fois de ma poche, ce sera autre chose, ce ne sera pas en rapport avec Realty cette fois-ci, ce sera un petit giveaway de ma poche, je sais pas, peut-être du BTC, peut-être de l'ETH, on verra.
J'en sais rien. Mais je referai un quiz. Et en fait, dans le live, je vais vous parler d'un sujet ou plusieurs sujets. Et ensuite, il y aura un quiz sur le domaine. Après, je sais pas, ça fait un petit peu scolaire. Je sais pas si c'est une bonne idée finalement. J'ai envie d'ajouter de l'interaction un petit peu dans les lives. Et je trouve que c'est un bon moyen de faire. Après, bon, je sais pas. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? N'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Gnosis, en fait, le truc qu'ils ont, eux, c'est que leur blockchain allait écolo, entre guillemets. Enfin, voilà, c'était ça, en fait, l'idée de base avec Gnosis, c'était de lancer une blockchain verte, Green Initiative, blabla, Committed to Carbon Reduction and Eco-Friendly Operations, blablabla. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que vous avez aimé le concept. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube, si ça vous intéresse. Je fais des choses sympathiques, en vrai. Je parle de DeFi, surtout. Et voilà. À mardi prochain, et... Oh, Alakazu qui offre un abonnement à Yuanpu pile avant la fin. À mardi prochain, nouveau quiz. Soyez là, soyez présents et ça va être sympa, j'espère. Allez, salut tout le monde!